Les menstruations s'imposent à toute femme à une étape donnée de sa vie, bien que n'étant pas forcément une partie de plaisir. Alors, comment prendre soin de soi durant ces menstruations? Comment calcule-t-on la durée du cycle menstruel et bien d'autres questions seront abordées dans ce numéro avec Madame Bamazi et Soram Thérèse, sage-femme, responsable de l'unité de planification familiale à la clinique principale de ATBF. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue au Carrefour du Savoir. Alors, chère madame, bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais très bien. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce soir. Et on va parler de la femme. Et nous aimons bien que ce soit les femmes qui parlent de la femme. Donc, merci d'avoir répondu à notre invitation déjà. Je vous en prie. Voilà. Je ne sais pas si j'ai fait une bonne présentation de votre titre. Vous êtes bien à la clinique ATBF? Je suis à la clinique ATBF, mais je suis invitée par la clinique Eagle Africa. D'accord. Ok. Merci. Alors, d'entrée de jeu, nous parlons des menstruations ce soir. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle menstruation? Les menstruations, c'est un phénomène ou bien un processus naturel qui arrive chez la femme de façon périodique. Et elle est marquée par l'écoulement du sang à travers le vagin en provenance de l'utérus. Et ça commence à partir de la puberté et ça prend fin à la ménopause. Et ça continue tant qu'il n'y a pas de grossesse. Les règles viennent normalement chaque mois. Tant qu'il n'y a pas de grossesse, bien évidemment. Alors, quels sont les types de menstruation qu'on peut avoir? Parlons de type de menstruation. Si nous partons de la base que les menstruations ont une origine standard chez toutes les femmes, on peut dire qu'il n'y a pas plusieurs types de menstruations parce que les menstruations proviennent de la desquamation, de la destruction de la couche superficielle de la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus, l'utérus qui est l'organe reproducteur de la femme. Donc, chaque mois, à partir de la puberté, et cette couche superficielle se charge, elle se prépare en nid pour accueillir une éventuelle grossesse. Et lorsqu'il n'y a pas eu de grossesse, il n'y a pas eu de fécondation, cette couche s'enlève, ça se desquame et c'est ça qui est évacué à travers le vagin. C'est ce que nous appelons les menstruations. Maintenant, la différence se fait au niveau du nombre de jours, par exemple, qui sépare une menstruation à une autre. Là, on va voir, il y en a, on parle en ce moment de cycle, il y en a qui sont courts, le nombre de jours est moins, qui est de 21 jours, le minimum. Et chez certains, ils sont dans la moyenne, qui est de 28 jours, c'est la moyenne. Et il y en a l'extrême normal, c'est 35 jours. C'est 35? Oui, 35 jours, ça fait 5 semaines. Maintenant, c'est une partie de différence qu'il peut y avoir chez les femmes parce que chaque femme est unique en son genre, ce qui concerne le fonctionnement de son corps. L'autre différence qu'il peut y avoir, c'est en termes de jours de saignement. Maintenant, il peut avoir 3 jours de saignement par mois. C'est la borne minimale, c'est que le nombre de jours minimal qu'une femme peut saigner au cours de ses menstruations. Ou ça peut aller jusqu'à 8 jours de saignement. Et la moyenne se situe autour de 5 jours. Donc, ça diffère d'une femme à une autre parce que nos corps ne fonctionnent pas de la même manière. Ok, d'accord. En tout cas, c'est bien à savoir. Déjà, à partir de quel âge on peut déjà commencer à parler des menstruations avec notre jeune fille, voilà, pour qu'elle puisse savoir déjà à quoi ça tombe et pouvoir se préparer? Il n'y a pas de mode d'âge fixe pour en parler avec les enfants, mais entre la 7e et la 8e année, il y a un processus qui est déclenché. Nous avons comment on appelle ça? En tout cas, je ne vais pas parler d'organes, mais on appelle l'hypophyse, qui commence à produire une glande
qui commence par produire des hormones. Et chez la jeune fille, c'est ça? Chez la jeune fille, des hormones gonadotrophes qu'on appelle hormones folliculostimulantes, qui est la FSH, et l'hormone lutéisante, qui est la LH, et en plus de la prolactine. Et dans la même période, les ovaires commencent à libérer de l'oestrogène. Et ce processus vise à marquer la fin de l'enfance. Donc, si entre 7 ans et 8 ans, ce processus peut venir, c'est au cas par cas, parce que chez toutes les femmes, ça n'arrive pas à la même période. Donc, si ce processus qui s'entame entre 7 et 8 ans vise à marquer la fin de l'enfance, déjà à cet âge-là, on peut commencer par en parler. Maintenant, il y a autre chose, souvent quand on constate que par exemple la partie a commencé par se développer, il faut commencer à aviser la jeune fille d'abord du changement total qui va survenir sur son corps et l'arrivée prochaine des menstruations. D'accord. Donc, il n'y a pas du tout d'âge, ça dépend, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Comme nous fait savoir Madame Bamazi ce soir. Mais ce qui est bien, c'est dans cette fourchette, il faut commencer par... Déjà à partir de 7 ans, il faut commencer à préparer déjà l'enfant psychologiquement à ce qui va arriver dans les années à venir. D'accord. Chers parents, est-ce que vous nous suivez? Vous qui avez de jeunes filles, des petites filles, déjà à partir de 7 ans, il faut démarrer cette éducation-là. Parce que c'est pas toujours facile, surtout quand on ne s'attend pas du tout, on n'a pas du tout eu d'informations autour, c'est un peu compliqué à gérer. Donc voilà, on va peut-être s'y prendre un peu tôt pour que ça puisse également ne pas affecter les enfants après. Alors, déjà, à partir de 7 ans, il faut commencer cette éducation-là. Mais à partir de quel âge l'enfant doit s'attendre à l'arrivée des menstruations à tout moment? Encore une fois, il n'y a pas d'âge de standard. Encore. Il n'y a pas de standard, oui, parce que de la manière dont moi, mon corps fonctionne, ce n'est pas de la même manière chez vous, par exemple. Mais il y a une fourchette à laquelle les menstruations peuvent arriver chez une jeune fille. Et cette fourchette est de 10 à 14 ans dans la globalité. Mais il peut arriver que les règles arrivent déjà à 9 ans. On dira que c'est précoce. Maintenant, si ça arrivait qu'une jeune fille commence ses menstruations avant l'âge de 9 ans, là, il faut faire une consultation gynécologique pour être sûr qu'il n'y a pas un problème qui est caché derrière. Et aussi, on a dit que c'est entre 10 et 14 ans. Mais si au-delà de 15 ans, 16 ans révolus plutôt, si la jeune fille fait sa 16e année et jusque-là, il n'y a pas eu de menstruation, il faut pas forcément s'inquiéter, mais il faut consulter pour être sûr qu'il n'y a pas de problème caché. Ok, d'accord. En tout cas, merci pour les conseils donnés ce soir dans cette émission. Alors, déjà, à partir de 9 ans, on peut débuter ses menstrues. Maintenant, avant, ça veut dire qu'il faut aller en consultation pour être sûr que tout va bien. Et déjà, à 16 ans, il faut également aller en consultation pour voir si tout va bien également. Alors, est-ce qu'il y a des signes annonciateurs? Déjà à partir de 9 ans, quand on dit à l'enfant qu'à partir de 9 ans, tu peux commencer à devenir femme, tu auras tes menstrues et que l'enfant est toujours dans son enfance, qu'est-ce qui doit alarmer l'enfant pour dire que bientôt ça va débuter? D'accord. Quand j'ai expliqué à quel âge approximativement il faut commencer par donner des informations à la jeune fille. Et j'ai dit qu'il y a un phénomène, un processus qui vient marquer la fin de l'enfance. Déjà, quand ce processus est entamé, on va constater qu'il y a la poitrine qui va commencer par se développer. Il y a des pilosités qui vont apparaître au niveau de la zone sexuelle, c'est-à-dire au niveau du pubis, et des aisselles également. Il y a la voix qui change. Qui devient grave. Non, chez la fille, elle devient fine. D'accord. Elle devient fine chez la jeune fille. Et il y a
le bassin qui s'élargit, ça c'est pas aussi visible, mais les hanches vont commencer par s'arrondir avec le postérieur des fesses, vont commencer par s'arrondir. Ça, ce sont les signes visibles. Maintenant, chez la femme, on doit commencer par expliquer que tu vois, ton corps a commencé par changer. Avant, il n'y avait pas de poitrine. Maintenant, tu as commencé par pousser les seins. Donc, ça veut dire que tu es en train de grandir. Avant, il n'y avait pas de poils sous les aisselles. Il faut commencer par les former. Donc, ce sont des signes qui vont commencer par la préparer. Que, je ne suis plus comme j'étais il y a peut-être quelques mois, mais il y a un changement qui est en train d'arriver. Il faut la préparer. En dehors de ça, quand les pilosités s'installent, il y a aussi les pertes blanches qui vont commencer par s'écouler à travers le vagin. Et là, quand on a les pertes, c'est du coup c'est imminent que les règles peuvent arriver à tout moment. Parce que quand il y a apparition des seins, quand les seins se développent en moyenne 2 ans peut-être ou plus après, elle peut commencer les règles. Quand les pilosités viennent, ça veut dire que approximativement un an, elle peut commencer les menstruations. Maintenant, quand les pertes viennent, ça veut dire c'est imminent. C'est imminent. Donc, ce sont des signes qui peuvent annoncer que elle va bientôt commencer. Et c'est avec ça, on peut commencer par l'éduquer. Parce qu'elle-même va se rendre compte qu'il y a des changements sur son corps. Alors, vous avez parlé tout à l'heure également des pertes blanches. Généralement, nous, quand on aperçoit ça, on est alarmé. On se dit, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est mania que je commence à avoir aussi. Comment? Alors que là, vous nous faites savoir également que chez la jeune fille, lorsque ça commence à apparaître, ça veut dire bientôt, je dois être prête à accueillir mes menstrues. Cet aspect de perte blanche-là, est-ce que vous pouvez un peu nous développer cela pour ne pas forcément être alarmé, mais savoir que c'est un phénomène naturel également? D'accord. Et au fait, chez une femme, en puberté, ça veut dire que qui a quitté déjà l'enfance, il y a, on peut dire, 3 sortes de pertes. Certaines pertes, c'est les menstruations dont on entend parler. Ça veut dire que ça s'écoule à travers le vagin. C'est les pertes qui sortent. Bien que la provenance ne soit pas le vagin, mais ça s'écoule à travers le vagin. Maintenant, en dehors des pertes, il y a, en dehors du sang, il y a ce liquide blanc qui s'écoule à travers le vagin et c'est lié au fonctionnement du vagin. Parce que le vagin, la muqueuse qui est à l'intérieur, c'est comme ce qui est dans la bouche. C'est comme ce qui est, par exemple, sous le nez. Donc, les muqueuses produisent du liquide. Et maintenant, quand l'activité de l'organe reproducteur est bien entamée, il y a ce qu'on appelle la flore vaginale qui sécrète de mucus dans le but de débarrasser peut-être des cellules mortes, de nettoyer le vagin. C'est un processus qui vient sous l'influence des hormones. Donc, c'est normal. Maintenant, ce qui doit inquiéter, c'est que les pertes, quand elles commencent par exemple à changer de couleur, ce n'est plus blanc, ça veut dire qu'il y a un souci, peut-être ça devient jaune, ou bien ça devient café, ou bien ça devient vert. Il y en a aussi qui sont verts. Oui, ça peut virer vers la couleur verte. Ça veut dire qu'il y a un souci. Ou bien ces pertes, lorsqu'elles deviennent peut-être caillées, comme du lait caillé, ça veut dire qu'il y a un souci. Ou bien quand ça commence pas à sentir, l'odeur devient un peu plus forte, ça veut dire qu'il y a également un souci. Donc, il faut consulter. Mais si les pertes sortent naturellement, il n'y a pas d'odeur qui a changé, il n'y a pas de démangeaison, il n'y a pas de gêne, c'est naturel et ça vient comme ça chez toutes les femmes parce que ça ne peut pas être sec, c'est comme la bouche. Quand la bouche est sèche, ça veut dire qu'il y a un souci, un grave souci. D'accord, merci pour ces explications-là. Nous parlons des menstruations et c'est au tout début, quand ça débute, tout le monde s'inquiète, on ne sait pas que faire et autres. Est-ce que les premiers mois sont réguliers au niveau des menstrues? En général, les premiers mois de menstruation ne sont pas réguliers. Il peut y avoir d'absence de règles. C'est dû au simple fait que le processus
de développement des follicules. Les follicules sont les cellules souches qui évoluent jusqu'à libérer l'ovule qui est l'œuf que la femme libère, si je peux le dire ainsi. Ce processus n'est pas très bien entamé, le processus de développement des follicules. Et en plus, quand on le fait libérer, le restant de la follicule qui est libérée devient le corps jaune. Okay. Et ce processus n'est pas bien mis en place. Quand elle n'est pas bien mise en place, ça veut dire que il n'y aura pas de corps jaune qui va produire de la progestérone. C'est ce qui fait qu'il peut y avoir des cycles où il n'y a pas, on dit, ovulation, libération d'œufs. Donc ce qui fait que c'est juste l'œstrogène qui va être et qui va continuer. Il n'y aura pas chute pour que les règles puissent venir. Donc c'est pour ça, juste simplement, il n'y a pas de... Il peut y avoir de sauts de menstruation. Ça, c'est au début. Ça, c'est au début. Ça peut durer combien de temps? À peu près combien de mois? C'est au cas par cas. Certaines, ça peut troubler comme ça, là, juste la première année. Ok. Et après, ça devient normal. Oui, il peut y avoir absence de 1 mois de menstruation, 2 mois, 3 mois. Donc, mais au-delà de 3 mois, il faut consulter. Ah, okay. Au-delà de 3 mois, il faut consulter. Puis, il faut s'assurer que l'adolescente n'est pas encore sexuellement active. Mais c'est là où je voulais en venir. Si elle est sexuellement active, là, il faut craindre également une grossesse. Ah oui, c'est là où je voulais en venir. Parce que c'est vrai, on est dit que madame a dit ici, c'est pas de là qui a dit au moins elle ne maîtrise pas la médecine. Ah d'accord, qu'elle a dit que les premiers mois, ça peut être bien, sans souci, mais lorsque nous-mêmes on sait qu'on s'adonne à certains jeux, il faut déjà informer les parents également pour qu'ils savent quoi faire dans ces types de cas-là. Merci beaucoup pour vos explications. Alors, lorsqu'il y a menstru, forcément qu'il faille se protéger, sinon on va être la risée du quartier. Ou bien, bien sûr. Alors, quels sont les types de protection hygiénique qu'on a, voilà, qu'on peut utiliser pour se protéger? D'accord. Les protections hygiéniques, il y en a plusieurs. Ok. Nous avons les serviettes hygiéniques qui sont jetables. Il y en a qui sont réutilisables. Réutilisable. Il faut bien expliquer là-bas. Là. Comment on réutilise ça, on met dans l'eau, on rince et puis on reprend. C'est les serviettes hygiéniques normales, réutilisables. Là. Non, il y en a qui sont confectionnés de façon artisanale. Ou bien par manque de moyens, certains peuvent utiliser un morceau de pagne qu'on entretient très bien, qu'on lave et puis on prend soin que cela soit bien propre. D'accord. Ça veut dire que ça sera avec l'aide d'une personne plus âgée, aguerrie, qui peut vous bien l'aider à ce que ces serviettes soient bien propres. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter. Ah oui, forcément. Oui. D'autres ont les moyens, mais ils préfèrent la méthode naturelle de pagne. Maintenant, il y en a qui sont confectionnés carrément par des artisans où c'est fait sous forme de serviettes jetables, mais c'est que quand tu enlèves ça en tissu, tu peux relaver. D'accord. Mais là aussi, ça nous protège, on ne se salit pas, ça va. Non, on ne se salit pas, ça dépend. Dans tous les cas, le choix, ça dépend de ce qui te protège, bien dans quoi tu es plus confortable, ce qui te rend plus confortable. D'accord. Avec quoi et tu te sens plus à l'aise en fait. Ok. Donc en dehors des protèges jetables et plus réutilisables, il y a les tampons qu'on utilise. Il y a également des culottes menstruelles. Ça, ce sont carrément des caleçons. Je ne sais pas si c'est encore disponible chez nous ici, mais ça existe. Ok, oui. D'accord. En dehors des serviettes, il y a des éponges également. Mais ça aussi, je ne sais pas si c'est accessible, disponible ici ou pas. En dehors de ça, pour avoir des coupes menstruelles, des coupes, ça s'introduit à l'intérieur et on recueille du sang et qu'on vide par... Des coupes mensuelles. Oui. Mais je ne sais pas si ça existe aussi ici, mais ailleurs, il y en a. Ça se fait. Ça se fait. Mais ça, il faut être prudent. Chaque fois, on doit vider la coupe. Sinon, quand la coupe déborde, il y aura problème, il y aura danger, en tout cas. Même si c'est les serviettes ou des tampons, dans tous les cas, il faut les changer. Par moment, oui, il faut changer. Et qu'est-ce que vous conseillez? Combien de fois il faut changer ça par jour? Ou ça dépend de l'affluence au niveau du saignement de chaque dame? Comment est-ce que ça se passe? En fait, ces protèges, il y en a il y a différentes gammes. Il y en a pour celles qui ont des flux minimes.
il y en a qui ont des flux moyens et celles qui saignent beaucoup. Ok. Donc, quand tu iras choisir ta protection, C'est tu selon vas ton être, cas. oui, selon ton cas, de la manière dont tu saignes, c'est en fonction de ça que tu vas choisir ce qui te protège le mieux. Maintenant, l'autre chose, c'est que, comme je l'ai dit, on ne peut pas dire c'est ça là Qui est qui est l'idéal. Maintenant, tu vas voir, si tu saignes la moyenne, on dit qu'il faut changer au moins chaque 4 heures en moyenne. Mais si tu vois... On n'a pas assez d'argent pour payer les serviettes hygiéniques 4 fois par jour. Madame Bamazi. C'est 4 fois par jour parce que le sang, c'est un milieu de culture favorable pour le développement. C'est même pas 4 fois par jour, je dis chaque 4 heures. Oui, chaque 4 heures. Quand on compte la journée qui fait 24 heures, là, ça fait beaucoup par journée. Hey! Au cours de la journée, D'accord. c'est très bien de se changer tous les 4 heures. Okay. C'est vrai, si on dort, ce serait difficile de se réveiller pour changer. Mais au cours de la journée, il faut se changer évidemment parce que dans nos allers-retours, dans les gestes, tout ça là, quand on laisse plus longtemps, d'abord il peut y avoir des fuites. En plus de ça, il peut y avoir des irritations. Et puis, c'est pas trop hygiénique. Ça peut commencer par sentir tout. Donc, il faut vraiment le changer. C'est très important. Chaque 4 heures. Chaque 4 à 6 heures. D'accord. Ça fait un peu 6 heures là. Ça fait 2 heures, 2 heures de plus. 4 heures là, c'est trop facile. Alors, déjà, une question qui me vient à l'esprit par rapport à votre réponse. Il faut changer pratiquement chaque 4 heures. Et là encore, ça dépend de l'afflux au niveau de l'écoulement. L'écoulement, oui. Ok. Maintenant, ces serviettes hygiéniques-là, comment est-ce qu'on les détruit? D'accord. C'est important. Parce que souvent, on ne sait même pas quoi faire de ça. C'est important. Quand tu enlèves, même tu réfléchis jusqu'à... C'est important. Pour détruire, par exemple, pour celles qui sont réutilisables, il n'y a pas de souci pour ça. Tu enlèves, tu rentres dans ta douche, tu enlèves et tu laves tout simplement. Maintenant, celles qui sont jetables, souvent, ça ne se... Par exemple, les toilettes où on chasse l'eau, c'est un peu difficile. Ça peut boucher les toilettes. Donc, il peut y avoir un endroit où on peut les enterrer. Ou soit, si on ne peut pas les enterrer, je ne sais pas, brûler, ça dépend de là où tu es aussi. Maintenant, ceux qui ont des toilettes à l'ancienne ou creusées, là, on peut les vider. Il n'y a pas de souci. Ou dans le cas où on ne peut vraiment, l'idéal, c'est qu'on puisse rincer ses serviettes, enlever du sang, pour ne pas le jeter partout que les animaux le traînent. Quand on se débarrasse du sang, maintenant on peut attacher dans un sachet puis mettre dans la poubelle. Ça serait plus simple. De ne pas jeter ça avec le sang n'importe où. Parce que quand on jette avec du sang, si tu mets dans la poubelle, il y aura des asticots, des petits chenilles qui vont se développer dedans. Ça va sentir, ça va attirer, par exemple, si c'est pas une maison, en tout cas, ça va attirer des insectes nuisibles. Donc, il faut vraiment prendre soin. Dans cette période même là, vraiment, il faut qu'on mette vraiment de l'accent sur la gestion de ces serviettes. Parce que ce n'est que comme ça que la jeune fille va apprendre comment il faut ranger, il faut gérer son intimité. Si on ne l'a pas appris, on va voir qu'elle aura peut-être tendance à enlever, jeter sous le lit. Hey, sous le lit là, c'est pas bon. La chambre là, ça va sentir. Ça peut arriver parce que cette période là, on est confronté à beaucoup de questions, on est gêné, tout ça là. On veut pas parler. Les menstruations même là, c'est problème. Quand elle enlève, si elle n'est pas informée, elle n'est pas éduquée. Elle va mettre ça partout, peut-être dans la chambre, sur la table. Elle n'a pas de soucis. Dans son sac même là où il y a des habits propres. Hey, là c'est grave. Là où il y a des habits propres, elle peut mettre ça là-bas. Si on l'a pas informée, est-ce qu'elle va savoir qu'il y a un gène à ça? Non. Donc là où elle peut cacher, elle va cacher. Maintenant, c'est l'odeur qui va vous faire savoir qu'il y a quelque chose de caché vraiment. Donc c'est là, il faut vraiment prendre soin d'éduquer la jeune femme, comment s'entretenir, prendre soin de son intimité. Et ça fera même par la gestion de son futur, je vais dire foyer, ou bien de chez lui, si même pas veut pas faire de foyer, c'est elle de choisir, mais de comment gérer sa vie de femme dans le futur. D'accord. Alors, dites-nous, est-ce que les menstrues influent sur l'humeur de la femme? Parce que déjà, c'est un phénomène qui est, disons, insupportable pour beaucoup d'entre nous.
Et maintenant, est-ce que ça joue beaucoup sur l'humeur? Parce qu'on sait que c'est arrivé là, c'est fini, on devient colérique envers tout le monde. Et je sais pas. C'est également des cas. Oui. Les menstruations en elles-mêmes peuvent influencer sur l'humeur de la personne. Parce que quelque temps avant l'arrivée des menstruations, il va y avoir chute. En tout cas, c'est dû aux fluctuations des hormones. Et l'oestrogène va chuter. Et quand elle chute, ça fait qu'il y a une hormone qu'on appelle la sérotonine qui agit sur, je veux dire, la confiance locale. Cette hormone agit, ça agit aussi sur la production de cette hormone. Ce qui fait que la personne peut être anxieuse, un peu dérangée. Elle va sentir un peu de gêne. Non seulement ça là, à cet âge où la jeune fille, elle se pose beaucoup de questions par rapport au changement qu'elle constate sur son corps. Elle est dérangée. Des fois, elle ne sait même pas. Peut-être que l'environnement à la maison n'est pas propice pour qu'elle puisse en discuter avec quelqu'un. Tu verras qu'elle est angoissée, elle est écrite. Et en tout cas, elle n'est pas du tout à l'aise. Moi, je me rappelle, si je peux faire... Ah oui, allons-y, on aime ça ici. J'étais adolescente un jour. J'étais tellement... ça là même là. Dieu, est-ce que tu peux pas faire que ça s'arrête? Ah non, parce que c'est gênant. Quel que soit l'âge, quand c'est à l'approche ou quand ça arrive, même tu ne sais où mettre la tête. C'est difficile. Des fois, tu vas à l'école, tu t'assois. C'est pas qu'on t'avertit qu'il faut tenir quelque chose pour changer. Tu es assise là-bas, là, ça te tâche. Tu t'élèves et puis on dit que, madame, il faut voir sur le banc. Ton cœur saute quand tu vois ça. Donc, c'est pas du tout aisé. Et puis, des fois, même quand on est grande femme comme ça, c'est difficile de gérer à plus forte raison. Ça n'a jamais été aisé, quel que soit l'âge, même un cheveu blanc. Maintenant, ce qu'il faut faire, quand on se connaît, un peu de sport permet de relaxer un peu et éviter peut-être de prendre des trucs qui contiennent de la caféine pour encore augmenter le stress. Il y a des petits gestes, peut-être tu aimes la musique, trouver quelque chose pour s'occuper. Qui puisse s'occuper, et en plus de ça, éviter les choses qui contiennent beaucoup de sucre. Ça va permettre de lever cette humeur, de mauvaise humeur. Ok. En tout cas, affaire de menstruation. Nous en parlons tout simplement ce soir avec Madame Bamassi. Alors, que comprendre par cycle menstruel? Est-ce que quand ça fait 28 jours, on parle des menstruels, et puis quand ça fait 35, on doit parler de quoi? Hors mensuel. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par ça? Un cycle menstruel désigne juste la fréquence à laquelle le nombre de jours qui sépare, je vais dire, une menstruation à une autre. Ok. Le nombre de jours, peut-être, j'ai déjà donné l'exemple, la norme est minimale, c'est 21 jours. Ça veut dire que quand tu as tes menstruations aujourd'hui et tu comptes 21 jours et tu as d'autres menstruations, ça veut dire que tu as un cycle de 21 jours. Donc, c'est ça l'exemple, c'est ça on appelle un cycle. C'est que ça veut dire que ça se répète, c'est une boucle. Ça revient, la fréquence à laquelle ça revient, c'est pour ça qu'on parle du cycle. Tout simplement. Alors, quand est-ce qu'on parle de régulier et irrégulier? D'accord. On parle de cycle, on peut estimer qu'un cycle est régulier tout simplement quand elles reviennent dans la fourchette normale. À la même fréquence, à peu près à la même fréquence, ou soit on compte à peu près approximativement le même nombre de jours et ça revient peut-être chaque fois, ça revient autour de 28 jours, 29 jours, on va dire que c'est régulier. Ça veut dire que c'est toujours dans la fourchette normale qui est de 21 à 35 jours, ou soit quand il y a les fluctuations, ça ne dépasse pas 8 jours. Là, on va dire que le saignement est régulier, et en plus de ça, le nombre de jours que nous saignons, que la personne saigne chaque mois est approximativement la même chose, et c'est dans la fourchette normale également. Ok, donc c'est là où on parle de régulier, irrégulier. Maintenant, ce qui est irrégulier, cela voudrait dire quoi? Tout simplement que, ou soit c'est trop court, elles viennent trop rapprochées, ou soit elles viennent trop espacées. C'est trop espacé. Et que tu as aujourd'hui les menstruations, le mois qui suit,
il y a encore 9 jours qui s'ajoutent encore, les règles ne sont pas encore toujours venues, ça veut dire que vous avez un cycle irrégulier. Ou soit, un mois, vous saignez peut-être 3 jours, en plus de ça, vous saignez peut-être 3 jours ce mois, après ça revient 9 jours, ça, il y a un dérèglement au sein du cycle, ça veut dire que le cycle n'est pas régulier. Lorsque c'est pas régulier, il faut consulter ou il faut juste faire avec et puis dire bon, on nous a dit qu'il y a un cycle irrégulier qui existe. Il faut consulter. Il faut consulter parce que quand on saigne, par exemple, une dame saigne moins de 2 jours, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème. Quelqu'un moins de 3 jours, 2 jours, il y a un souci sûrement. Ou soit c'est trop prolongé, il peut avoir aussi un souci. Ok, nous parlons de cycle mensuel. Oui. Quel jour marque le premier jour de ce cycle? C'est quand on finit les menstrues, on commence à compter à partir de la date de fin, à partir du premier jour des menstrues. Quel jour marque essentiellement le début du cycle mensuel? Le début du cycle mensuel est marqué par le premier jour où on voit le sang. D'accord. Le jour où on voit le sang dans les dessous, ça veut dire que le sang a commencé par couler, c'est le premier jour du cycle. Et c'est le jour là où on va commencer par compter et le cycle prend fin à la veille de l'autre cycle. Parce que puisque le premier jour est considéré comme le jour où on voit le sang, c'est considéré comme le début. Donc ça veut dire que quand on voit encore le sang, ça veut dire que l'autre cycle est fini hier. D'accord. Si j'ai eu mes menstruations, on est au mois de mars. J'ai eu les menstruations le 2 février, par exemple. Et le 1er mars, j'ai encore eu les menstruations. Cela voudrait dire que mon cycle a duré j'ai dit le 2 février jusqu'au 28 février. Et le nouveau a commencé le 1er mars jusqu'à la veille du jour où je vais encore avoir les règles. C'est bien de poser des questions parce que même des personnes âgées apprennent, je suis sûre, dans cette émission parce qu'on n'a pas forcément été éduqué à la base avec ces informations. Il faut évoluer et puis toi-même tu découvres au quotidien ce qu'il faut pour t'adapter. Alors que la jeunesse d'aujourd'hui a tout à leur portée, des fois ils en savent mieux que nous qui sommes ici en train de parler de cela. En tout cas, merci beaucoup à vous. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ovulation? L'ovulation, c'est la libération de l'œuf, la libération de l'ovule qu'on appelle l'ovulation. Donc l'ovule est libéré de l'ovaire et est aspiré par la trompe de Fallopian. C'est ça l'ovulation. Et quand est-ce que cette ovulation a lieu? Durant le cycle mensuel? Au cours du cycle mensuel, l'ovulation a lieu à environ 14 jours en moyenne, avant le cycle prochain. D'accord. C'est pas 14 jours après le premier jour de l'arrivée là? Pas forcément. Pas forcément. Parce que la différence qu'il y a entre les cycles, par exemple la différence qu'il y a chez moi, par rapport à mes cycles, par rapport aux tiennes, c'est de la période où les follicules vont commencer par grandir jusqu'à maturation. On appelle ça la phase lutéinique. C'est cette phase-là, excusez-moi, la phase folliculaire. La phase où les follicules, j'ai déjà dit, c'est les cellules souches. C'est quand le processus là qui diffère d'une femme à une autre. C'est cette phase-là, du début, premier jour des règles jusqu'à la libération de l'œuf là. C'est cette phase-là qui diffère en majorité d'une femme à une autre. Quand celle qui a le cycle plus long de 35 jours, c'est dû au fait que la phase folliculaire a été longue. Celle qui a un cycle de 21 jours, c'est dû au fait que la phase folliculaire a été très courte. Si par exemple tu as un cycle de 21 jours, cela voudrait dire que déjà au-dessus du 7e jour, tu libères ton œuf. Et ça veut dire que tu peux tomber enceinte pendant les menstruations. Celle qui saigne 8 jours, ben 7 jours, et que tu as un cycle de 21 jours par exemple, ça veut dire qu'au moment où tu fais les règles, tu peux encore tomber. C'est là il y a piège, parce que les gens pour l'habitude de dire 14e jour. Nous c'est 14 ans, on attrape du dans la main. Ce 14e jour, c'est dû au fait qu'on a dit la moyenne se situe de 28 jours. Donc si on prend 28 moins 14 qui sépare la phase
le jour de libération de l'œuf jusqu'aux prochaines règles, ça fait 14 jours. Ok. Le jour où j'ai commencé les règles jusqu'au jour où j'ai libéré mon œuf, ça fait 14 jours. Mais celle qui a un cycle de, par exemple, 32 jours, le jour de libération de son œuf n'est pas le 14e jour. Hey, détrompez-vous. Ce n'est pas le 14e jour. C'est la phase du tunique là qui approximativement, elle peut varier entre 14, 16, mais en grande partie, c'est de 14 jours et les règles prochaines peuvent arriver. Bon, maintenant, durant les menstruations, là, il y a une jeune fille qui veut savoir. Des fois, là, il y a des odeurs. Est-ce que c'est normal? S'il y a des odeurs pendant les menstruations, ça veut dire qu'il y a un souci. Il faut voir les protèges que la personne utilise. Ah, odeur là aussi peut provenir des protèges là. Oui. Choisissez bien vos Si protèges. les protèges ont, je sais pas, une origine douteuse, elles sont pas aussi propres. Par exemple, celles qui utilisent les morceaux de pagne. Si le pagne n'est pas bien entretenu, tu as coupé un pagne déjà, bon, c'est pas, il n'y a pas de tache. Tu as plié, tu as mis. Cela voudrait dire que le pagne n'est pas propre. Voilà, on n'a pas lavé. On n'est pas aussi entretenu. Et si on ne change pas vite de couche, de protège, le sang qui s'accumule avec la chaleur, ça peut commencer à dégager des odeurs. Ou soit, avant l'arrivée des menstruations, on avait une infection vaginale qui fait que le saignement, ça sent. D'accord. Et les caillots de sang, c'est aussi normal durant les menstruations? Ça tombe comme ça. Non. S'il y a des caillots de sang, ça veut dire qu'il y a un souci. Mais si ces caillots ne sont pas aussi conséquents, on peut pas, du fait que par exemple si je suis assise comme ça, le sang qui vient va pas tout de suite sortir. Oui, parce que je suis en position assise. Si je me lève peu, ça peut former de petits boules. Mais quand on perd de gros caillots de sang, ça veut dire qu'il y a un souci, il faut consulter. C'est pas normal. Alors, quelle est la période considérée comme fertile au niveau du cycle menstruel? Ça tourne aussi autour de l'ovulation ou c'est comment? La période fertile tourne autour de l'ovulation. Et on a approximativement 5 jours avant la libération de l'œuf parce que le spermatozoïde de l'homme peut durer jusqu'à 5 jours dans le tracé génital de la femme. Donc, si on a eu des rapports sexuels environ 5 jours et on libère l'œuf aujourd'hui, on peut tomber enceinte. Et un jour après la libération de l'œuf, un jour après la libération, parce que l'ovule ne dure que 24 heures en moyenne. D'accord. Donc 5 jours avant la libération de l'œuf et un jour après la libération. Bon, maintenant, quels sont les outils, les méthodes, les astuces que vous pouvez tous nous enseigner, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre, pour connaître l'arrivée probable, le jour J de l'arrivée probable de ces prochaines règles? Pour apprendre comment connaître son jour de menstruation, c'est pas aussi fixe. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On a dit que les règles arrivent en moyenne 14 jours à peu près après la libération de l'œuf. On peut connaître sa période de fécondité. Et pour connaître la période de fécondité, on va suivre son cycle. On va chercher peut-être un calendrier. Et chaque mois, quand on a les menstruations, on marque le jour. Le premier jour. Oui, le premier jour. On peut aussi faire un signe pour voir combien de jours ça fait. On le marque. Et chaque mois, au bout de 6 mois, on suit comme ça, surtout si elle vient de débuter et que ça commence pas à bien se régulariser, on le fait. On calcule, on prend note pendant 6 mois environ et on va voir dans les 6 mois quel est le cycle le plus long et quel est le cycle le plus court. Maintenant, on fait le cycle le plus court, moins 18 jours. Moins 18. Et on fait le cycle le plus long, moins 11. Maintenant, on va trouver la fourchette. Par exemple, si on considère que j'ai eu un cycle, le cycle le plus court est de 27 jours. Ok, 21. 27. Ok. Le cycle le plus court dans les... ce que nous avons à noter. Dans les 8 mois, dans les 6 mois. D'accord. Est de par exemple 27 jours. Quand on fait 27
moins 18, on va trouver 9. Maintenant, si le cycle le plus long est de 32 jours par exemple, quand on fait 32 moins 18 toujours? Non, moins 11. On va faire 32 moins 11, ça fait 21. 21. Ça veut dire que la fourchette à laquelle on peut tomber enceinte, c'est du 9e jour au 21e jour. C'est une fourchette longue. Et il faut... Parce qu'on ne peut pas savoir jour exactement où il y aura libération de l'œuf. C'est comme ça pour une femme, elle peut calculer approximativement sa période de fécondité. Maintenant, celle qui a un cycle de, par exemple, chaque mois, elle a constaté que dans les 6 mois, elle a eu 27 jours, elle a eu 28 jours, elle a eu 30 jours. Ça veut dire que son cycle le plus long sera toujours 27 jours, qui 27 moins 18, ça fera 9. Et le plus long fait 30 jours. 30 moins 11, ça fera 19. Donc ça veut dire que elle, sa fourchette où elle peut tomber enceinte, c'est du 9 au 19e jour. En fait, des calculs, là, je crois qu'on va venir chez vous à TBF là. Maintenant, vous recevez ici pour apprendre comment calculer, non? Parce que là, c'est compliqué. Il faut juste retenir que tu fais le cycle le plus long, moins 18, et le plus court plutôt, moins 18, et le plus long, moins 11. Comme ça, tu vas trouver la fourchette à laquelle tu es fertile. Maintenant, on a dit que quand tu vois la fourchette, l'autre chose qui peut attirer l'attention quand on est bien en bonne santé et tout, autour de l'ovulation, il y a ce qu'on appelle, la glaire cervicale, un mucus qui est produit au niveau de l'entrée de l'utérus, au niveau du col de l'utérus, qui est comme l'eau de gombo. Quand on coupe le gombo, on met les têtes dans l'eau, là, ça tire, c'est filant là. Ou bien, c'est comme, je peux dire, excusez-moi le terme, la mauve. Ah oui, c'est glissant, c'est gluant, c'est tirant, filant. Quand on constate qu'elle est bien abondante, quand on est vraiment adolescente, quand on va aux toilettes, on s'essuie, on constate qu'il y a vraiment ça sur le papier hygiénique. Quand on le constate, ça veut dire qu'on est dans la période de fécondité. On est dans la période de fécondité parce que cette glaire a pour rôle de permettre le passage rapide des spermatozoïdes dans le tractus génital. Sinon, ils vont mourir parce que les spermatozoïdes, le liquide dans lequel ils vivent, n'a pas le même pH que le pH du vagin. Maintenant, quand on constate ça, ça veut dire qu'on est dans la période de fécondité. Là, on peut noter approximativement la date où on a constaté que ce mucus-là est devenu plus filant, plus abondant. Et là, on verra à quelle date c'est venu et à quelle date les règles les prochaines sont venues. On va voir à peu près les cas. On va voir à peu près les cas. On se dira que si j'ai eu l'ovulation tel jour, ça veut dire que dans 14 jours, je vais avoir mes règles. Ou bien d'environ 14 à 16 jours, les règles peuvent venir. Et là, on s'apprête, on se prépare. Et ce qui est bien, par exemple, si on sait que dans cette fourchette, les règles peuvent venir, c'est que dans la semaine, si on va aller quelque part, on met son petit protège. On se protège, soit on met ça dans le sac et on sort avec. Et quand on sent qu'il y a un changement là, Et l'autre chose, j'avais répondu à la question, à l'annonce des menstruations, quand on a déjà commencé, il y a des signes qui peuvent dire que les règles sont en train de venir, ou bien ça va venir. On peut avoir, par exemple, ce changement d'humeur dont on a déjà parlé. On peut avoir les crampes au bas-ventre, les douleurs. On va voir que les acnés commencent à apparaître au visage. Il y a les seins qui grossissent. Les seins, très bien, qui grossissent, qui deviennent plus sensibles. Et il y a également un ballonnement, tu te sens un peu bouffe, bizarre. Quand tu digères mal, certaines même peuvent faire même la diarrhée. Ou bien la température peut monter légèrement. Donc, c'est des signes qui annoncent que les menstruations sont proches. Donc, on s'apprête à les accueillir. On s'apprête à les accueillir. Maintenant, parlons toujours de ces menstruations. Nous en avons qui sont très douloureuses. Cela est dû à quoi? En général, les menstruations sont douloureuses de façon normale, physiologique. Ce qui est rattaché au fonctionnement du corps, c'est que quand l'endomètre s'est desquamé, l'intérieur de l'utérus, ça s'enlève, l'utérus va se contracter pour pouvoir chasser le sang. Parce que quand c'est comme la poire, quand on veut faire bain-toi, tu mets l'eau dans la poire. Si tu n'appuies pas, est-ce que ça va sortir? Ça va sortir. Tu renverses comme ça, mais
il n'y a pas de Il faut pression. appuyer. Il faut Mettre la appuyer. pression. Et c'est comme l'accouchement également. L'utérus se contracte pour vider ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce qui fait que ces contractions sont perceptibles, beaucoup douloureuses chez certaines et chez d'autres. C'est moins. D'autres n'en ont pas du tout. Mais elles ne sentent pas parce que nos sensations ne sont pas pareilles. Ne sont pas les mêmes. D'accord. Maintenant, ça c'est ce qu'on appelle les dysménorrhées primaires, ça. Maintenant, quand il y a autre chose qui arrive, par exemple, on a fait une infection qui est maltraitée, là, ça veut dire que c'est l'infection qui a la cause des douleurs. C'est pas les menstrues. C'est l'infection qui accentue, en fait. Okay. C'est l'infection qui accentue. Ou soit, on a eu un avortement qui a été mal géré et il y a ce qu'on appelle les synéchies. L'intérieur, ça se colle par l'endroit. Là, quand on a des menstruations, ça peut également faire mal. Il y a aussi le chose qu'on appelle une autre maladie qui est là vraiment, qui fait du mal, l'endométriose. Quand une autre, l'intérieur, la muqueuse qui doit tapisser l'intérieur de l'utérus vient se retrouver à un autre endroit que l'intérieur de l'utérus, les menstruations sont vraiment douloureuses. Les menstruations sont douloureuses. Donc, il y a plusieurs causes. Également. Et là, quand on a des menstruations douloureuses, il ne faut pas rester à la maison. Il faut aller consulter. Il y a des douleurs supportables. Là, si c'est supportable, ou tu sens qu'il y a un gène, et même si tu n'as rien plus, tu peux supporter, là, on ne peut pas trop se déranger. Mais il y a des femmes, quand elles commencent les règles, tout le quartier sait qu'elle est en menstruation. Là, il faut vraiment consulter. Il faut vraiment consulter. En tout cas, vous avez dit tout à l'heure également que durant ces menstruations-là, si beaucoup de phénomènes qui sont développés, et des fois même, on peut se retrouver avec une grossesse lorsqu'on n'a pas bien calculé peut-être notre cycle, on a attrapé le 14 là dur, alors que pour nous c'est pas 14. Voilà, c'est beaucoup de choses qui peuvent subvenir. Alors, est-ce qu'on peut conseiller, dans la mesure du possible, les jeunes filles, les moments, les filles sexuellement actives qui nous suivent, est-ce qu'on peut conseiller certaines méthodes de contraception pour éviter à least des grossesses non désirées, des grossesses précoces et des grossesses à risque? D'accord. Merci beaucoup, c'est très bien d'avoir abordé cet aspect également parce que quand on quitte l'enfance, on rentre dans l'adolescence, la puberté, les hormones commencent par travailler et là, on se sent attiré vers le sexe opposé. On commence par faire nos premières expériences sexuelles, nos premières expériences amoureuses. Donc, si par exemple, la jeune fille n'est pas bien encadrée, elle n'a pas des informations qui peuvent la permettre peut-être d'attendre, de résister au moment où elle se sent prête. Tu vas voir qu'avec l'influence des amis, de la rue, tout, elle peut commencer à avoir des rapports sexuels. Et lorsqu'une jeune fille commence à avoir des rapports sexuels et quand elle a les menstruations, ça voudrait dire qu'elle peut tomber enceinte à tout moment quand elle n'est pas protégée. Ce que nous conseillons, c'est que quand une jeune fille voit qu'elle est sexuellement active ou bien un parent constate que sa fille est sexuellement active, c'est de l'amener dans un centre de santé. Et là, il y a plusieurs méthodes. On peut juste simplement l'apprendre comment gérer son corps, comment reconnaître les signes. Par exemple, comme je viens de parler de la glaire cervicale, des méthodes naturelles pour pouvoir éviter la grossesse. Si elle pense que non, je ne peux pas utiliser des méthodes naturelles, je ne peux pas être aussi attentif à mon corps, il y a les préservatifs qu'elle peut utiliser. Les préservatifs qui sont d'ailleurs une double protection qui protège contre les douleurs et les grossesses non désirées et qui protège également contre les maladies et les infections sexuellement transmissibles. Si elle dit non, moi je ne peux pas utiliser pilule, je ne peux pas utiliser méthode naturelle, il y a également par exemple des pilules qu'elle peut utiliser. On va l'apprendre comment est-ce qu'il faut les utiliser. Et il y a aussi les injectables, les injections à répéter chaque 3 mois. En tout cas, ça va dépendre. Il faut amener nos filles dans vos centres, c'est ça. Très bien.
et elles auront les bonnes informations. En dehors des injectables, il y a aussi les implants qu'on met au niveau sous la peau, au niveau de pour 5 ans ou combien de 5 d'années, ans, 3 ans. Il y a aussi le stérile, le dispositif intra-utérin qu'on insère au niveau de l'utérus. Dans tous les cas, lorsqu'on reçoit une dame, une adolescente, on prend le soin d'expliquer toutes les méthodes qui expliquent avec leurs avantages et leurs limites, tout en expliquant très bien que, par exemple, les limites de toutes ces méthodes, en dehors du préservatif aussi, qui a ses limites aussi, c'est qu'elle protège uniquement contre la grossesse. Ah, oui. Donc, ça ne voudrait pas dire que si je suis protégée contre la grossesse, je peux avoir des relations multiples sans souci. Si on le fait, ça dit qu'on est exposé. Dans tous les cas, dans un centre de santé, elle trouvera de la jeune fille ou bien de la maman, et bien la cliente trouvera vraiment un agent de santé qui pourra l'expliquer et puis l'aider vraiment à gérer à travers ce passage, à faire son choix. Et elle peut venir, pourquoi pas à la TBF ou bien à Eagle Africa, et ou soit dans un centre de santé le plus proche de lui. On pourra l'orienter. Dans tous les cas, à TBF, nous sommes un centre de référence pour la planification familiale. S'il y a un souci, les autres centres le rentreront vers nous également. D'accord, ok. Merci infiniment pour toutes ces explications-là. C'est vrai, nous apprenons, comme je le dis si bien, au quotidien. Je suis sûre que ce soir également, c'est le cas. Votre mot de la fin, conseil à l'endroit de tous, pourquoi pas? D'accord. Ce que je peux dire, il faut que nous, les femmes, je peux dire nous, les mamans, bien les parents, nous soyons vraiment attentifs. Nous soyons attentifs aux besoins de nos adolescents. Parce que cette phase n'est pas du tout aisée à gérer. Il faut qu'on puisse commencer à créer ce lien qui va permettre à l'adolescente de nous rapprocher, de nous dire ses besoins, de nous dire ce dont elle a besoin pour qu'on puisse l'aider. Si on n'a pas tissé cette relation dès le bas âge, dès cet âge où l'adolescent commence à avoir des besoins, par exemple de changer de dessous, de payer des serviettes, besoin de se faire belle, pourquoi pas payer des pommades, besoin d'avoir quelqu'un et à qui se confier. Si on ne crée pas ce lien, on verra que plus tard, on va se plaindre que ma fille là, quand je parle, ne m'écoute même pas. Et puis elle a refait, même si elle a un problème, elle ne dit pas. Mais c'est nous-mêmes qui n'avons pas su comment est-ce qu'il faut les prendre dès le bas âge. Et l'autre chose, c'est dire que les centres de santé, c'est pour la population. Quand on a un souci, il faut se diriger vers un centre de santé le plus proche. J'ai déjà donné l'exemple de Eagle Africa qui m'a invité ici. Par exemple, chez eux, ils ont à leur disposition des moyens de protection qui peuvent diminuer les douleurs au cours des menstruations. Ils ont des produits également naturels que les adolescents et les femmes peuvent utiliser pour gérer les crampements, les douleurs menstruelles pour pouvoir traiter. Donc, ils peuvent se diriger vers là, ou soit pourquoi pas vers la TBF pour avoir des informations bien précises sur nos adolescents qui ont vraiment besoin de nous. En tout cas, merci. Mais c'est pas fini, Madame Bamazi, parce que vous croyez qu'on a fini. On ne finit pas facilement dans Bon à savoir. Nous avons une partie tag. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais en tout cas, nous y sommes. Nous y sommes. Et cette partie, c'est juste pour relaxer. Nous sommes pratiquement à la fin. On a fini avec les menstrues et tout ce qu'on voulait savoir. Maintenant, on va essayer de poser des questions tag à Madame Bamazi avec votre permission, bien évidemment. Il n'y a pas de souci. Elle dit il n'y a pas de souci. Martine, tu es présente. Alors, la toute première question. Êtes-vous fossile ou faux ongle? Fossile, faux ongle. Oui. Non, ma profession de femme, de sage-femme, ne me permet même pas de faire les faux ongles parce que mes gants seront déchirés et je ne serai pas protégée. Mais occasionnellement, peut-être je peux le faire. Maintenant, fossile là, vous avez vu, j'ai mes lunettes, les yeux là. En tout cas, c'est moi, mon point de vue. Chez moi, on dit en Kabyle que si elle va dans ça veut dire que c'est quand on voit tes yeux, on peut te donner ce dont tu as besoin. Donc, j'ai jamais fait, on dit jamais, mais
vraiment... C'est pas votre fort. C'est pas mon fort. Tout simplement. Tout simplement, oui. Deuxième question. Oui. De quelle réalisation personnelle êtes-vous le plus fier? C'est qu'une réalisation personnelle où vous-même, vous êtes OK avec la réalisation et puis voilà quoi. Si je suis fière d'une réalisation, j'ai mené un projet qui prenait en charge les adolescents. OK. Et j'étais vraiment contente. C'est un projet qui était subventionné par Plan Suédois et puis Union européenne. Et au bout de ce projet, on allait dans les villages de plateau et central, reculer pour pouvoir prendre soin des adolescents. D'abord, donner des conseils, dépister les IST, faire les offres de planification familiale. Et vraiment, j'étais vraiment contente parce que moi, adolescente, les informations que je n'ai pas eues, j'ai eu vraiment l'occasion de pouvoir véhiculer cela. Et j'avais rencontré une adolescente qui avait partagé son expérience. Quand je parle de ça, j'ai toujours la chair de poule. Elle a subi une maltraitance. D'abord, elle a été violée. Elle est tombée enceinte à 14 ans. Elle a été abandonnée par ses parents. Elle a accouché, papa, maman présent. Elle a accouché seule. Elle a commencé par sentir les douleurs de l'accouchement sans avertir ses parents. Donc, imaginez ce qu'elle a pu subir. Elle a laissé les parents partir au champ. Elle a accouché seule. Et malheureusement, elle a une fistule obstétricale. Elle avait les selles qui sortaient à travers son vagin. Et Dieu faisant, on l'a opérée lors d'une opération foraine et elle a été restaurée. Oui. Elle est retournée à l'hôpital. C'est à quoi je vais en venir. On est parti, c'était dans un collège de l'Est-Monde. On est parti dans l'établissement, nous avons fait la sensibilisation, tout et tout. Et après, elle est venue dans la salle où j'offrais les services. Et elle m'a dit, madame, merci. Merci d'être là. Si 2 ans auparavant, j'avais eu ces informations, je ne suis pas sûre que ce qui m'est arrivé, je devais avoir. Et je lui ai demandé là, qu'est-ce qu'il y a eu? Et elle m'a informée. Tu vois, j'ai toujours la chair de poule. Elle m'en a parlé. Et je lui ai dit qu'elle a très bien fait de venir ici. Et pourquoi elle était venue pour adopter, elle est venue pour adopter une méthode de contraception. Elle avait eu ce malheur quand elle était en 5e. Elle a été opérée. Elle a repris les classes. Elle était en 3e quand je suis arrivée dans l'établissement. Ça veut dire qu'elle a la volonté de continuer. Forcément. Et le monsieur qui l'avait enceinté, et puis il a fui, il est revenu. Et les parents disent qu'il n'a qu'à réparer ce qu'il a fait. Donc, il n'a qu'à l'épouser. Donc, la jeune fille, oui, la jeune fille ne voulait pas tomber enceinte, ne voulait pas comme on l'a forcé. Elle a jugé bon d'adopter une méthode de contraception. Et là, j'ai dit, waouh, Thérèse, de ta vie, tu as fait quelque chose. Ça veut dire que l'information que j'ai donnée le jour-là a permis à cette fille, a été utile à cette adolescente. Et je suis sûre que ça a été utile à beaucoup d'entre elles ce jour-là. Merci. Et vraiment, je suis très fière d'être sage-femme. Ça seulement. Alors, qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous fait sortir de vous-même et puis on ne vous reconnaît plus? Je me mets rarement en colère. Mais il arrive que je m'énerve lorsque je pense que quelqu'un fait quelque chose exprès. Ça veut dire qu'à chaque fois, je constate que c'est ce que tu fais pour juste m'énerver. Là, ça ne me plaît pas. Ou soit on m'insulte par rapport il n'y a pas trop parler. En tout cas, maintenant, j'ai surmonté ça. Quand on me parlait par rapport à ma taille, on me taquinait, ça me dérangeait. Mais maintenant, j'ai vu que c'est un avantage. Alors, la toute dernière question, on va vous libérer. Quel était votre premier jouet d'enfance? Premier. Enfance en plus, hein. Ça là, j'ai jamais eu de jouet. Jusqu'à on va avoir premier pour voir deuxième. Jouet où nous on avait dans l'enfance là. Il y avait certaines herbes, quand ça pousse là, ici, ça peut occuper tout l'espace. Et c'est dur, en tout cas, pour les arracher, c'est un peu dur. Souvent, ça pousse sur les terrains de foot, là où on joue le ballon. C'est une herbe. Et puis, vous faites quoi avec l'herbe là? On arrache,
et puis on tresse. Les racines, c'est ça, on fait comme les cheveux. Okay. Donc on arrache et puis on tressait les cheveux avec. Ou soit quand le maïs commence à produire, ça donne les trucs comme mèche. C'est ça, nous on allait en casser. Mais après ça, là, c'est bâton. On va te chicoter correctement. Parce que tu allais casser le maïs qui est en train de mûrir. C'est avec ça qu'on a joué. Et pendant l'enfance, et puis d'autres, on cherchait les herbes pour faire... je sais pas comment on appelle ça en tout cas chez moi. On joue avec les pieds. Ok. Donc, c'est ce qu'on a eu comme jouer. Sinon, il n'y avait pas l'argent pour payer poupée. Voilà, merci à vous. On vous a un peu taquiné vers la fin. On espère que vous n'êtes pas fâchés. Non, pas du tout. Voilà, merci infiniment. Merci d'avoir répondu surtout à notre appel de ce soir et on espère que très prochainement, si on vous sollicite, vous serez encore des nôtres. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci infiniment. Alors, femmes, pratiquer une bonne hygiène corporelle est de mise quotidiennement, mais particulièrement durant nos périodes de menstrues. Nous espérons que les éclaircissements de Madame Bamazi seront utiles pour toute femme, alors pour notre bien-être à nous-mêmes. Bonsoir chez vous.